La Banque de France l'a annoncé il y a quelques jours. À partir de septembre 2026, les taux bancaires vont revenir à proximité des 4%. Cette situation est dramatique. Pour vous dire, j'ai fait le point sur mon propre patrimoine personnel et si je ne fais rien sur mes stratégies, c'est plus de 60 000 € que je vais perdre l'année prochaine. Et pour vous, ça peut être des dizaines de milliers d'euros. Dans cette vidéo, je vais vous décrypter en détail tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire pour justement profiter de l'aubaine que vont offrir les taux à 4% et surtout de ne pas les subir. Je vous retrouve tout de suite après l'introduction. Nous sommes le 22 juin au moment où je vous tourne cette vidéo. Le 17 juin est rentré en vigueur le fait qu'à partir de septembre, les taux bancaires vont être rehaussés à quasiment 4%. Au moment où je vous parle, nous étions actuellement sur des taux autour des 3,70%. Nous allons, à partir de la rentrée, revenir sur des taux autour des 3,95% sur 25 ans et à peu près 3,80% sur 20 ans. Cette situation, sur le papier, elle peut paraître dramatique et je vais dans cette vidéo vous détailler justement tous les cas dans lesquels cette situation est dramatique et à l'inverse, je vais vous détailler tous les cas dans lesquels, au contraire, cette situation va être une réelle aubaine pour les personnes qui vont savoir lire entre les lignes et c'est tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Juste avant de vous donner tous ces détails, je vais vous expliquer pourquoi on se retrouve dans une situation où les taux ont augmenté et surtout, je vais aussi vous donner un visuel sur est-ce qu'il faut attendre et se dire je vais observer sur la fin de l'année et je ferai mes prochains projets d'investissement à partir de 2027 ou au contraire, est-ce qu'il faut y aller maintenant parce que finalement à partir de 2027, la situation risque une nouvelle fois de s'empirer. Et là, quand on creuse à l'intérieur du pourquoi on a cette hausse de taux, on a déjà quasiment une première partie de la réponse. Alors en 1, pourquoi on a cette hausse de taux? Cette hausse de taux, elle intervient dans un premier temps parce que on est reparti dans une situation où bien qu'on ait l'impression pour la majorité des Français que la vie est compliquée, qu'on a du mal à subvenir à nos besoins au quotidien, malgré tout ça, l'inflation elle est repartie à la hausse et l'inflation elle est au-dessus des quotas qui sont attendus en général et qui doivent être entre 1 et 2% par an. Aujourd'hui, on a une inflation qui est plutôt autour des 3,5-4%, ce qui est pas bon. Le fait de venir rehausser les taux d'emprunt, ça va permettre tout simplement de mettre une barrière d'accès au crédit en laissant le message indirect qui est en train de dire tiens, aujourd'hui pour le même projet, il y aura plus d'intérêt à payer. Donc finalement, est-ce que ce projet, il faut quand même le faire tout de suite ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux le différer? Et le fait d'avoir cette réflexion qui est mise sur la table, finalement, il y a beaucoup de personnes qui voulaient lancer des crédits pour diverses raisons qui vont différer à demain leur demande. Si finalement ils diffèrent à demain leur demande, c'est-à-dire que leur achat ne se fait pas. Et donc forcément, s'il y a moins de demandes face à l'offre, les personnes qui distribuent les produits à vendre vont devoir baisser leur prix pour de nouveau attirer et que ces produits soient vendus. Le fait aujourd'hui de venir casser la croissance, c'est ce qui permet justement à l'inflation de baisser et de revenir sur des prix qui permettent à monsieur et madame tout le monde de pouvoir consommer plus facilement en corrélation avec leurs revenus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et celui-là, il est moins évoqué à la télé et dans les journaux, mais quand vous creusez plus en détail au niveau des bilans et des comptes de résultats des banques, et que vous regardez les différentes analyses qui ont été pu faire par les cabinets qui ont justement pour but d'observer si tout se passe bien au niveau du paysage bancaire, et vous vous rendez compte d'une chose qui est dramatique et qui est importante à avoir en tête, c'est qu'en fait, finalement, entre l'année dernière à la même date et aujourd'hui, le nombre de défaillances sur le remboursement des crédits, il a été multiplié par 3. Alors attention, ce chiffre, il est extrêmement faible. Aujourd'hui, le nombre de crédits qui rentrent en défaillance auprès des banques et où les banques sont obligées de faire des saisies justement sur les crédits, il est extrêmement faible. On est sur un taux qui est autour des 0,20%. Mais quand on passait de 0,20 à 0,60, sur le papier, on peut se dire, c'est pas beaucoup en fait. Ça veut dire que sur 1000 personnes, il n'y en a que 6 qui ne payent pas. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, c'est une perte d'argent pour la banque et que la banque aujourd'hui, quand elle vous prête de l'argent, elle l'a acheté. C'est-à-dire que quand elle vous facture un taux, par exemple, à 4%, c'est pas 4% de marge. Elle l'a peut-être acheté à 3,60 et elle vous le vend à 4. Donc, il faut se dire qu'à partir du moment où elle a une défaillance de remboursement, elle-même, elle doit sortir de l'argent pour rembourser l'argent qu'elle a acheté. Donc, le rôle de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne, c'est d'être très vigilante sur le fait que certaines banques ne rentrent pas en difficulté financière et que si le système bancaire s'écroule,
c'est notre monde économique qui s'écroule. On l'a bien vu aux États-Unis quand il y a eu l'enchaînement des faillites bancaires. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, ça n'arrive pas sur notre continent. Donc c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne et la Banque de France jouent ce rôle. Maintenant, j'estime, et ça attention, c'est ma vision personnelle, que ça a été fait au mauvais moment. Pour moi, aujourd'hui, il y a une problématique de timing et c'est ça qui est très dangereux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en annonçant la hausse des taux juste avant l'été et en disant attention, à partir de la rentrée de septembre, le monde dans lequel on est va être plus difficile. Il y a des entreprises qui vont rentrer en liquidation parce qu'elles n'arriveront plus à se développer et elles avaient besoin de prêts bancaires pour le faire. On va se retrouver avec une hausse de chômage. On va se retrouver avec certaines entreprises qui n'embauchent plus. On va se retrouver avec des personnes qui aujourd'hui avaient prévu, par exemple, de prendre des nouveaux bureaux qui ne le feront pas. On va se retrouver dans une situation où certaines consommations qui devaient se faire ne vont pas se faire. Et donc forcément, on va se retrouver avec finalement un PIB français qui va chuter. Et derrière, là où c'est encore pire, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des échos qui disent que la note qui est distribuée auprès de la France, sa cotation bancaire, va encore être dégradée à la fin de l'année. Et si c'est ça, ça veut dire qu'on a une nouvelle hausse des taux qui devrait arriver sur le premier trimestre de l'année 2027. Et là où il y a encore un effet cumulé, c'est que au début de l'année 2027, qu'est-ce qu'on a? Les élections présidentielles. Et à chaque fois qu'on a des élections présidentielles, tout le monde économique se met quasiment en pause parce qu'il est en observation et il attend de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du gouvernement pour savoir dans quelle direction il faut partir et quelles sont finalement les stratégies qui vont être mises en place pour continuer de développer le monde économique. Et ça, aujourd'hui, chaque société, chaque acteur a quasiment le même comportement. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qui se passe au niveau du gouvernement, ça va dicter les modes de consommation de chacun. Et donc à partir de là, ça va dicter comment il faut réagir au niveau des produits ou des services qu'une entreprise va promouvoir et donc indirectement la façon dont le monde français va consommer. Et là où justement il y a une erreur de timing aujourd'hui, c'est que finalement, on est peut-être parti dans une situation où là, les choses vont se geler, les gens vont peut-être moins consommer sur juillet-août en se disant attention, on va arriver sur des temps difficiles sur la fin de l'année. Et à la fin de l'année, les gens vont se dire mais attention, on va se protéger parce qu'on va certainement arriver sur des temps difficiles sur 2027. Et derrière, vous le savez comme moi, c'est pas parce qu'on va avoir les élections présidentielles qui vont se faire que dès le lendemain, ça y est, le monde économique il est reparti. Déjà, premièrement, on n'a aucun visuel sur ce qui va se passer au niveau du gouvernement, donc on ne sait pas du tout comment le paysage économique va réagir. Est-ce qu'aujourd'hui les gens vont se dire waouh, ça y est, on se sent en sécurité, on voit de l'avenir pour demain et donc on reconsomme? Ou à l'inverse, oh là là, mais dans quelle situation on est parti? Et là, boum, blackout, on consomme plus. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une situation où je pense qu'on va être au moins dans une situation difficile, très certainement, jusqu'à l'été, voire jusqu'au début de l'automne 2027, et sous réserve une nouvelle fois de ce qui se sera passé pendant les présidentielles et dont la façon dont ont réagi les Français sur leur satisfaction ou leur insatisfaction, sur leur inquiétude ou au contraire sur leur optimisme. Donc ça, qu'est-ce que ça traduit? C'est que là, clairement, il faut se dire qu'on est dans une situation où on va être sur une pente descendante, très certainement, sur les 6 à 12 mois à venir, voire même peut-être plus. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Et c'est là où il faut lire le positif et qu'il faut lire le négatif. Si on se base que sur les négatifs, clairement, quelqu'un qui actuellement avait pour projet d'acheter une résidence principale ou une résidence secondaire, pour moi, et ça n'engage que moi, et c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste la traduction de ce qui se passe sur le marché, c'est le moment où il ne faut surtout pas le faire. C'est le moment où il ne faut surtout pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, premièrement, avec une hausse des taux, c'est la personne qui rembourse la résidence principale ou la résidence secondaire qui rembourse les intérêts. Donc indirectement, c'est vous. C'est vous qui, remboursant votre crédit, paye les intérêts. À partir du moment où les intérêts ont augmenté, le coût d'acquisition de cette résidence principale ou de cette résidence secondaire va coûter beaucoup plus cher. La deuxième chose, c'est que je le vois actuellement, on est dans une situation depuis à peu près 3 ans où la classe moyenne et la classe ouvrière n'arrivent plus à accéder à la propriété. Pourquoi? En un, à cause des taux d'intérêt, et en deux, à cause des conditions bancaires où les banques, pour se protéger des personnes qui étaient en difficulté pour rembourser leur crédit, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, le nombre de personnes qui ne remboursent pas leur crédit, c'est 0,60, mais on a aussi le nombre de personnes qui sont en impayés de leur crédit, mais qui, au bout de 2-3 relances, vont finir par le payer. Donc il y a cette notion de retard qu'il faut aussi prendre en compte, qui impacte aussi les banques au niveau de leur trésorerie et de leur capacité à prêter de l'argent. Et ça, aujourd'hui, ce taux-là, c'est pareil.
il a été multiplié quasiment par 3. Et donc, pour lutter contre ça, les banques ont rehaussé leurs conditions, du moins je dirais même leurs exigences pour prêter de l'argent, et systématiquement, elles vont attendre 10% d'apport, et qu'après avoir fait l'apport, la personne qui a emprunté ait encore au moins 3 à 6 mois de salaire de côté. Et quand c'est un investissement locatif, au-delà de ça, qu'elle ait encore l'équivalent d'un an de mensualité de crédit de côté. Donc forcément, déjà, quand vous mettez cette barrière à l'entrée, et que vous avez en conscience qu'aujourd'hui, la majorité des Français n'ont que très peu d'argent de côté, bah vous vous retrouvez donc dans une situation où énormément de personnes ne peuvent plus accéder à la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si les gens ne peuvent plus accéder à la propriété, bah forcément, les prix vont baisser puisqu'il y a moins d'acheteurs disponibles. Également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau de la construction, qui a été fortement ralentie depuis la sortie du Covid, et qui, bien qu'elle reprenne un petit peu, n'a clairement pas repris comme elle devait reprendre, on se retrouve dans une situation où des maisons, qu'elles soient individuelles, semi-individuelles ou mitoyennes, il n'y en a quasiment plus qui sont construits en France. De l'autre côté, au niveau des appartements, pareil, il n'y en a quasiment pas qui sont construits en France, et pour autant, quand il y en a qui sont construits, le ratio, c'est à peu près 100 appartements pour une maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez l'idée d'acheter en résidence principale ou résidence secondaire un appartement, à moins de jouir d'un bien exceptionnel, avec une situation géographique exceptionnelle, avec une vue exceptionnelle ou avec une configuration spécifique qui l'en fait un bien très rare et très convoité, aujourd'hui, si c'est pour acheter le bien de monsieur et madame tout le monde, clairement, l'appartement, c'est un gros risque, c'est un gros danger. Et vous risquez de vous retrouver dans une situation où dans quelques années, vous aurez des moins-values à constater. Et c'est ce qu'on se constate aujourd'hui en France. Entre 2020 et 2026, les appartements ont en moyenne en France, bien évidemment c'est une moyenne, c'est variable selon les grandes villes, les petites villes et la campagne, mais ont en moyenne perdu au moment où je vous fais cette vidéo 12%. 12%, c'est énorme quand on est sur des sommes à 5 ou un 6 chiffres. De l'autre côté, au niveau des maisons, hors certaines zones géographiques, on est sur une stagnation. Et de l'autre côté, et c'est là où l'investissement locatif prend tout son sens, on est à l'inverse, sur ces mêmes périodes, sur une hausse de quasiment 20% de la valeur de tout ce qui est immeuble de rapport et biens qui se revendent à la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si les gens ne peuvent plus acheter, les gens louent. Et donc à partir du moment où vous avez de plus en plus de personnes qui vont être locataires pour une offre qui n'est pas extensible, eh bien forcément, les prix augmentent. Et de l'autre côté, c'est pareil, porté par l'inflation et l'IRL, qui est l'indice de relation des loyers, qui est défini et validé chaque trimestre par l'État, eh bien quand vous regardez, vous avez tous les trimestres une hausse qui s'effectue. Et donc quand vous prenez tous ces éléments-là, vous vous rendez compte que dans cette période qui, pour monsieur et madame tout le monde, qui voudrait acheter sa résidence principale ou les personnes un peu plus aisées qui voudraient acheter leur résidence secondaire, le paysage qui s'annonce sur les 6, 9, 12, peut-être 18 mois à venir est négatif sur le papier. De l'autre côté, pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, au contraire, là, ce paysage, il est extrêmement favorable. Pourquoi? Parce que en un, les intérêts, c'est le locataire qui les rembourse. En deux, les intérêts sont déductibles de la base imposable des impôts. Donc finalement, la hausse à constater n'est pas pleine, puisqu'il y a une grosse partie qui va être prise par des économies d'impôts. Et plus aujourd'hui vous payez d'impôts, plus cette économie est forte. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait que s'il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent acheter ou qui veulent acheter par peur, forcément, les négociations sur les prix vont être beaucoup plus fortes. Et je le dis toujours pour ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis le plus longtemps possible, mon discours a toujours été le même. Les plus mauvaises opérations immobilières que j'ai fait à titre personnel et avec les personnes que j'ai accompagnées, bien qu'elles aient été positives, se sont faites dans les années où on avait des taux à 1%. À l'inverse, les années où les personnes que j'accompagnais et moi avons gagné le plus d'argent sont les années où on avait des taux qui sont montés jusqu'à quasiment 5%. Je pense même à une personne avec qui j'ai fait une étude de strat investissement la semaine dernière qui me dit « C'est incroyable Victor, je suis en train de gagner 70 000 euros sur un bien alors que j'avais un taux à 4,95. » De l'autre côté, j'ai beaucoup de personnes qui ont mis en place des projets avec des taux à 1%, où aujourd'hui on leur annonce que c'est bien, mais avec la baisse de l'immobilier entre-temps, à cause de la hausse des taux, et de l'autre côté, eh bien finalement une hausse qui ne s'est pas faite aussi rapidement que ce qui était attendu, s'ils revendent maintenant, c'est bien, ils n'ont rien gagné, ils n'ont rien perdu. La conclusion de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait finalement, acheter sa résidence principale à crédit, bien que ce ne soit pas forcément la chose la plus conseillée pour des questions d'endettement et de coût à l'accès au bien quand on réintègre les intérêts, finalement c'est très intéressant quand on a des taux qui sont très bas. À l'inverse, quand on a des taux qui sont très hauts, l'investissement locatif, c'est une valeur refuge qui est énorme. Et au-delà d'une valeur refuge qui est énorme, c'est donner
aux gens ce que nous, on peut mettre en place pour eux, mais que eux ne pourraient pas mettre en place tout seuls. Et donc forcément, ils vont le louer. Et nous, on va encaisser de l'argent. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, je parlais de l'immeuble de rapport. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire quel type de bien on fait et pourquoi. Parce que forcément, je le vois au quotidien avec les personnes qu'on accompagne dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine, surtout quand on gère pour leur compte la mise en place des projets immobiliers. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec eux? Des maisons, des appartements, des immeubles de rapport, des locaux commerciaux. En gros, ce sont ces 4 produits qui vont ressortir le plus souvent. L'appartement, je reviens pas dessus, j'en ai parlé juste avant. Pour moi, c'est le projet à bannir. C'est le projet à bannir pour, comme je disais, pour moi, c'est des biens qui vont perdre de la valeur dans les années à venir. Deuxièmement, c'est le projet à bannir parce qu'aujourd'hui, avec des taux à 4%, dans la majorité des zones géographiques en France, dès qu'on est au-dessus des 2000 euros du mètre carré, bah même avec des rentas à 8-9%, bah sur 20 ans avec 10% d'apport, le projet ne s'autofinance pas. Et sur 25 ans, quand on arrive à financer sur 25 ans, ce qui est devenu assez rare aujourd'hui pour du locatif, sauf si on peut présenter le bien comme une pseudo-résidence principale qui serait mise en location par la suite, on se retrouve pareil sur des projets qui s'autofinancent difficilement. De l'autre côté, on a la possibilité sur certaines zones géographiques en France d'identifier sur des prix au mètre carré à moins de 2500 euros du mètre carré, et vous verrez en France, il y a énormément de villes qui ont cette configuration, d'identifier des maisons. Des maisons qui aujourd'hui font 2 chambres avec à peu près une surface de 70 mètres carrés, d'autres qui font 3 chambres avec des surfaces autour des 100 mètres carrés. Ça aujourd'hui, c'est des produits qui vont monter en valeur. C'est des produits qui vont monter en valeur dans le temps. On le voit déjà, c'est des produits qui ont résisté pendant cette période de crise. Et c'est des produits qui aujourd'hui sortent leur épargne du jeu. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui deviennent rares. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui vivent en province, c'est le rêve d'avoir une maison avec un petit extérieur, avec un stationnement pour la voiture. Et aujourd'hui, ces produits, ils sont rares. Parce que comme je le disais, quand vous avez une maison pour 100 appartements et qu'à Vision 2030, on devrait avoir une maison pour 1000 appartements, forcément, je vous fais pas de dessin, quand l'offre disponible se raréfie, votre produit, il prend en valeur. Et de l'autre côté, pareil, sur le profil des locataires que vous allez cibler, si vous avez acheté au bon endroit et que vous avez fait les choses correctement, vous allez attirer des bons profils de locataires qui sont respectueux de la relation propriétaire-locataire, qui sont respectueux du bien que vous allez leur mettre à disposition et qui vont payer leur loyer rubis sur ongle. Et grâce à eux, vous allez fabriquer votre enrichissement parce que ils ne pouvaient malheureusement pas prétendre au crédit immobilier. Vous leur avez offert une solution en leur offrant un logement de qualité qu'ils pouvaient louer. Et c'est gagnant pour tous les deux. On arrive maintenant sur l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, aujourd'hui, c'est très important d'analyser où est-ce que vous allez le faire. On a les zones en France à plus de 3000 euros du mètre carré qui sont plus adaptées pour faire de l'achat-revente. Et plus vous montez en prix au mètre carré moyen, plus c'est valable. Vous avez les zones entre 2 et 3000 euros du mètre carré. Vous pouvez faire aussi bien du locatif que de l'achat-revente. Et vous avez les zones à moins de 2000 euros du mètre carré où il faut faire du locatif. Forcément, selon la zone dans laquelle vous allez acheter, au niveau de votre immeuble de rapport, ça ne va pas être le même comportement. Si vous êtes dans une situation où vous habitez ou que vous voulez investir dans une ville à plus de 3000 euros du mètre carré et même bien au-dessus, la stratégie d'acheter des immeubles de rapport que derrière vous allez revendre à la découpe pour cibler les personnes qui dans votre secteur géographique ont les moyens d'acheter ce type de bien, parce que quand vous êtes sur des profils qui ont des moyens de mettre 200, 300, 400, 500, 600 000 euros dans un appartement, vous êtes sur des personnes qui n'ont pas de problème de liquidité et qui même souvent vont payer comptant. Donc là, il y a une bonne stratégie à aller faire dans ces villes-là où en ce moment, les immeubles de rapport ont un petit peu de mal à se vendre parce que les gros investisseurs, au vu des taux bancaires qui sont plus hauts et qui souvent payent comptant, préfèrent aller mettre leur argent actuellement plutôt sur des marchés financiers. Et donc vous, si vous allez chercher du levier bancaire dans ces zones-là, vous pouvez tirer votre épingle du jeu en revendant ces biens à la découpe. Vous achetez un bien que peu de personnes achètent en ce moment. Derrière, vous le redonnez à une cible qui veut acheter. De l'autre côté, si vous êtes dans une zone entre 2 et 3 000 euros du mètre carré, là-dessus, c'est selon votre caractère et selon votre envie. Vous pouvez aussi bien prendre la même stratégie que d'aller acheter des biens où vous allez emprunter de l'argent avec des rentabilités qui sont supérieures à la moyenne du marché, réussir à obtenir de l'autofinancement et derrière dans une situation où le bien va se payer pendant plusieurs années. Vous le revendez et vous récupérez votre argent. Troisième stratégie, cette fois-ci, c'est investir dans le secteur plutôt en dessous des 2000 euros du mètre carré, où là, vous allez aller viser des biens qui ne se revendront pas à la découpe. Parce que bien souvent, les personnes qui ont les moyens dans ce secteur géographique, pour le même prix ou quasiment le même prix, ne vont pas acheter un appartement, mais vont acheter une maison. Et donc forcément, quand vous avez ce type de bien, là, cette fois-ci, ce que vous allez chercher, c'est le rendement locatif. Vous allez chercher des rendements locatifs entre 8 et 12%. Bien évidemment, attention,
à ne pas voir que le rendement, à bien voir le coût global du projet, à voir sa valeur de revente versus la valeur globale qu'il va vous coûter et également à faire attention au profil de locataire, vous allez voir, être sûr que c'est bien le profil de locataire que vous voulez avoir et également faire attention aussi au fait que la zone dans laquelle vous êtes, c'est une zone qui reste attractive. Et quand vous parlez de cette ville-là, les gens se disent, bah oui, j'aimerais bien investir dans cette ville-là, j'aimerais bien habiter dans cette ville-là. Ne faites pas l'achat d'un bien avec une très belle rentabilité, un coût global pas cher, mais qui derrière est illiquide parce que c'est une zone compliquée et qui vous amène des locataires à problème. Donc soyez vigilants là-dessus. Et une fois que vous avez identifié les bonnes villes, et vous verrez qu'il y en a beaucoup, vous allez être dans une situation où vous allez pouvoir cibler des biens où finalement c'est le locataire qui va rembourser pour vous le crédit et donc finalement le capital amorti et les intérêts. Vous allez au fur et à mesure du temps accumuler de l'argent et dans quelques années, vous remercierez d'avoir fait cette action. Maintenant, on arrive cette fois-ci sur les locaux commerciaux. Au niveau des locaux commerciaux, c'est différent. Un local commercial ne répond pas à un besoin fondamental, comme le besoin de se loger. Le local commercial, lui, il répond à un besoin économique. Donc forcément, quand vous êtes sur un besoin économique, c'est très 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 important d'observer la conjoncture. Et là, on le voit, on est dans une conjoncture qui est très compliquée pour les personnes qui font du business, pour les personnes qui veulent vendre des produits ou des services aux personnes qui sont là pour consommer. Et vous le voyez, quand vous regardez autour de chez vous, que vous baladez dans les rues, et c'est valable partout en France, vous avez des pancartes à vendre et à louer partout sur les locaux commerciaux, et même à des endroits où vous ne les auriez jamais vus sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça traduit? Ce que ça traduit, c'est qu'il y a deux choses à avoir en tête. La première, c'est qu'il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans ces temps de crise où on sait que quoi qu'il arrive, l'économie reviendra à un moment au bon niveau, parce qu'aujourd'hui, c'est la base de notre système mondial, c'est d'être porté par la croissance. L'humain, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il se développe, c'est en évoluant. Et donc forcément, on sait qu'à un moment, l'économie va repartir. C'est l'occasion pour vous d'aller acheter des biens à des emplacements que vous n'auriez jamais pu avoir en temps normal. La deuxième chose, c'est le fait que également, vous allez être dans une situation où vous allez pouvoir acheter des biens beaucoup moins chers que ce qu'ils valaient il y a encore quelques mois en arrière. Et c'est là où il faut être fin. Quand vous avez des locaux commerciaux dans votre patrimoine actuel, posez-vous la question s'il vaut mieux faire le dos rond, accepter un loyer plus bas, que de revendre sur une valeur qui est décotée. De l'autre côté, malheureusement, vous avez certaines personnes qui n'ont pas ce choix, qui vont pas pouvoir se permettre de baisser ponctuellement leur loyer ou de se dire je fais le dos rond et j'attends le temps que j'ai des nouveaux locataires qui correspondent à mes attentes. C'est certaines personnes qui vont devoir vendre, c'est peut-être votre cas. Certaines personnes qui vont devoir vendre parce qu'il y a une urgence et il faut récupérer les fonds. Et c'est là où justement vous allez pouvoir saisir l'opportunité. Je repense à un local commercial pour lequel on a fait l'acquisition pour une personne que j'accompagne la semaine dernière. C'est un local qui aujourd'hui vaut à peu près 300 000 euros en temps normal sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il est censé se louer 30 000 euros par an. Et dans ce secteur, on attend des rentabilités à 10 sur les locaux commerciaux. Aujourd'hui, ce local, il est acheté pour un coût global de 260 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que dans la conjoncture actuelle, il était très fortement probable qu'on ne trouve pas un locataire à 2 500 euros par mois, mais plutôt un locataire qui nous permettrait d'avoir autour des 2 200 euros de loyer. Et donc forcément, à partir de là, qu'est-ce que ça amène? Ça amène un coût global du projet qui, tout simplement, doit être moins élevé si on veut garder ce quota à 10%. Et donc, pour garder ce quota à 10%, on fait une offre d'achat qui est plus faible. Cette offre est acceptée et on se retrouve avec un local qui valait il y a encore pas longtemps 300 000 euros, qui aujourd'hui nous a coûté 260. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, si ce local reprend sa valeur à 2 500 euros par mois dans le temps, il retrouvera sa valeur de revente à 300 000 euros et il y aura une plus-value de 40 000 euros qui aura été générée. À l'inverse, si on se retrouve dans une situation où le marché ne s'améliore pas, finalement, en ayant pondéré une nouvelle fois une baisse de loyer à venir, on s'est protégé et on s'est évité une moins-value latente. Maintenant, au niveau des locaux commerciaux, soyez quand même très vigilants, même si aujourd'hui on en achète beaucoup en ce moment. Moi-même, dans mon propre patrimoine, je suis en train d'en intégrer 2 supplémentaires et j'en ai intégré un récemment. Il faut être très 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 vigilant sur l'emplacement. Il ne faut pas juste acheter pour dire d'acheter. Ce n'est pas comme l'habitation. Là, cette fois-ci, on ne regarde pas un code postal, on ne regarde pas un quartier, on regarde une rue. Et dans cette rue, on regarde même l'emplacement. Parce que clairement, aujourd'hui, d'un numéro à l'autre, du trottoir de gauche versus le trottoir de droite, les loyers peuvent varier du simple au double. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le flux piéton. Donc soyez très vigilants au flux piéton, au flux de circulation,
pour ne pas vous faire piéger et ne pas partir sur un local où vous pensez que c'était une bonne opportunité, mais au final ce n'est pas le cas. Regardez comment les gens se déplacent quand ils marchent dans la rue, regardez comment vous vous déplacez spontanément dans la ville et dites-vous tiens, est-ce que je passe devant ce local commercial ou au contraire est-ce que j'y passe jamais, est-ce que je contourne cette rue, est-ce que je l'évite, est-ce que quand je suis en voiture c'est facile pour m'arrêter si je veux consommer. Pensez comme un consommateur. Et de l'autre côté, pensez également comme la personne qui va implanter son business. Est-ce qu'elle irait ou est-ce qu'elle n'irait pas? Et quand vous répondez positivement à ces deux questions, vous savez que c'est un bon local commercial et il ne reste plus qu'à le négocier. Et dans cette période où les taux vont remonter, eh bien forcément, il y a de moins en moins de chefs d'entreprise qui vont acheter leurs locaux, qui vont juste les louer. Et de l'autre côté, il y a malheureusement certaines entreprises qui vont faire face à des difficultés, qui vont fermer et qui vont libérer les lieux. Donc profitez de cette situation pour aller tirer votre épingle du jeu. Et donc si on conclut cette vidéo, qu'est-ce qu'on garde en conclusion? C'est qu'aujourd'hui, remonter les taux, surtout à cette période-là, pour moi, c'était pas la chose la plus judicieuse à faire. Et j'ai sincèrement peur qu'on rentre dans une période de récession et que les temps soient plus difficiles que jamais pour la classe ouvrière et pour la classe moyenne. Ça m'inquiète réellement. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation où financièrement, il faut savoir être égoïste et il faut savoir se dire, dans cette situation difficile, justement, comment va devoir se comporter cette classe ouvrière, cette classe moyenne? Et au niveau du logement, eh bien justement, qu'est-ce qu'elle va pouvoir continuer de faire? Qu'est-ce qu'elle ne pourra plus faire? Et donc à partir de là, eh bien tout simplement, votre rôle, si vous voulez gagner de l'argent, c'est de lui offrir ce à quoi elle ne peut plus accéder et à mettre en place les choses correctement pour éviter les profils qui seraient défaillants. Et de l'autre côté, sur l'immobilier commercial, eh bien c'est la même chose, c'est d'identifier ce que les entreprises ne pourront plus faire ou ne voudront plus faire ponctuellement le temps que la situation se résolve. Et à partir de là, eh bien offrez-leur justement la possibilité d'accéder avec un loyer aux locaux qu'elles n'auraient pas pu acheter ou qu'elles n'auraient pas voulu acheter pour le moment, le temps de faire le dos rond sur leur entité. Voilà tout ce que je pouvais partager pour cette vidéo. Comme vous le voyez, dans chaque temps, il y a toujours des opportunités à aller saisir. Et c'est ça que je veux vous garder en tête, c'est que cette situation, si vous vous comportez comme un consommateur, elle est dramatique. Par contre, si vous vous comportez comme un créateur de valeur, c'est elle qui va fabriquer votre enrichissement de demain, qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu et dans quelques années, de vous remercier parce que vous aurez un petit peu plus de pouvoir d'achat que la moyenne. Et grâce à cet investissement que vous aurez fait maintenant dans ce temps de crise, vous pourrez justement obtenir les récompenses que vous visiez aujourd'hui.